L'épisode de la fuite à Varennes, on l'a tous découvert dans les manuels d'histoire. Academia a souhaité vous le faire découvrir différemment à travers cette série originale Europe 1. Car pour Academia, permettre aux élèves de comprendre autrement, c'est essentiel. 23 juin 1791. La berline royale s'arrête devant une auberge pour la nuit. Les passagers vont enfin pouvoir se reposer. Le petit Louis-Charles, du haut de ses 6 ans, ne comprend pas grand-chose des événements des derniers jours, mais il sent bien le danger qui pèse sur les siens. De toute façon, la fatigue l'empêche de trop y penser pour l'instant. Enfin, Madame de Tourzel l'installe dans un lit. Elle essaie de le rassurer. Tout ira bien. Il faut dormir gentiment, malgré l'agitation aux abords de l'auberge. Les grands yeux bleus du garçonnet se ferment. Déjà, son esprit divague. Un bois obscur apparaît devant lui. Il est là, seul, au milieu d'une infinité d'arbres. Dans la pénombre, il distingue au loin des yeux jaunes qui s'illuminent. Des loups aux crocs acérés. Ce n'est pas lui qu'il guette avec appétit, c'est sa mère, c'est Marie-Antoinette, elle aussi perdue quelque part dans ce sous-bois sinistre. Où est-elle? Comment la sauver? Il cherche de tous côtés, mais il ne la trouve pas. Le désespoir l'envahit. Il se laisse tomber à genoux sur le parterre de feuilles mortes. Soudain, il se réveille. Sa respiration est haletante. Il voit la douce silhouette de Madame de Tourzel penchée sur lui. Il l'étreint dans un geste désespéré. « Maman va te dévorer par les loups !» La gouvernante tente de le calmer. Rien n'y fait. Alors elle l'emmène jusqu'au seuil de la chambre voisine. Marie-Antoinette est bien là, allongée, vivante, assoupie. La gouvernante chuchote. « À présent, il faut dormir. » L'enfant se laisse conduire jusqu'à son lit. Le petit Louis-Charles n'imagine pas que chacun de ses choix et de ses gestes désormais, même le plus anodin, peut le mener à la mort. Huit personnages, liés par le destin, dans la tourmente de l'histoire. La mort les guette tous. Qui parmi eux survivra à la Révolution? Épisode 6, le dauphin Louis-Charles. Août 1792, à la prison du Temple. Le petit Louis-Charles a maintenant 7 ans. En 14 mois, depuis la fuite manquée de Varennes, tout a été chamboulé autour de lui. Il a vécu enfermé aux Tuileries, il a vu son père se faire malmener, sa mère se faire insulter, sa famille se faire arrêter, emprisonner. Comme il a eu peur, comme il a peur. Le voilà dans une petite tour effrayante au nord du Marais. Le confort y est largement réduit par rapport à ce qu'il a pu connaître jusque-là. Heureusement, il a avec lui sa sœur, sa mère, quelques femmes de leur entourage, Madame de Tourzel aussi. La gouvernante des enfants de France est encore secouée par les événements des Tuileries. Heureusement, sa fille Pauline est vite sortie saine et sauve de l'invasion du palais. Elle a pu la rejoindre. Louis XVI n'est plus avec eux. Il est à l'étage supérieur. Quant à sa tante, Madame Élisabeth, elle est installée dans une sorte de cuisine peu reluisante, aux murs sales. Louis-Charles est perturbé par tout cela. Il comprend que désormais, rien n'est plus acquis autour de lui, et il a raison. Quelques jours plus tard, Madame de Tourzel est brusquement envoyée dans une autre prison. Il est bien entré dans le temps des arrachements et des séparations. Chaque jour, dans la matinée, la famille est autorisée à prendre la collation matinale chez le roi. Dans ces moments-là, Louis-Charles observe son père. Il parle d'acceptation, de renoncement, d'humilité et de Dieu. L'essentiel de la journée se passe ensuite à l'étage du dessous. Chacun s'occupe comme il peut. Il y a la lecture, la tapisserie, les petites discussions et bien sûr l'instruction des enfants en mathématiques, géographie, catéchisme, littérature. Élisabeth, en association étroite avec son frère et sa belle-sœur, est très active dans ce domaine. Le dauphin est impressionné par les vers de Racine qu'on lui fait répéter. Il faut dire que sa tante les récite avec application. Un songe, me devrais-je inquiéter d'un songe ? Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout, partout il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée.
Élisabeth, malgré les épreuves, montre une capacité de résistance étonnante. D'une certaine façon, elle devient le cœur de ce quotidien difficile. Elle trouve des idées pour distraire le petit prince et sa sœur. L'enfant comprend d'ailleurs que le regard de sa mère sur sa belle-sœur, sur Élisabeth, a changé. Elle réalise à quel point elle l'a sous-estimée dans le passé. Mais Louis-Charles sent qu'il a aussi son rôle à jouer dans ce quotidien tout en résignation, où chacun s'accroche aux petits gestes concrets. Il apporte un peu de joie simple avec ses étourderies, ses mots d'enfant, ses manières tendres. Cela n'empêche pas quelques bouderies ou des caprices de temps à autre. Après tout, il est encore un petit enfant, mais il est clairement le rayon de soleil de cette famille accablée. C'est à sa mère que le petit Louis-Charles voudrait surtout rendre le sourire. Il la sent comme perdue, sans arrêt au bord des larmes. Marie-Antoinette essaie pourtant de donner le change, mais une pensée, un mot, peuvent la blesser subitement. Le dauphin aime aussi jouer avec sa grande sœur. L'espace de quelques instants, Marie-Thérèse perd alors sa gravité pour jouer de bon cœur. Leurs éclats de rire résonnent dans la chambre au milieu des meubles si modestes. Parfois, la jeune fille de 13 ans trouve tout de même que son frère exagère. Allons, il faut vous en tenir aux règles du jeu. Sinon, je vous laisse vous amuser seul. Souvent, les après-midi, l'ancienne famille royale est autorisée à sortir dans une cour close. Louis-Charles peut même courir un peu. Lui seul semble parfois parvenir à ignorer les gardes aux aguets et les inscriptions menaçantes sur les murs. Des plaisantins ont même trouvé drôle de représenter là un échafaud et à côté du croquis, il y a ces mots « Louis crachant dans le sac ». Dans la soirée, le dauphin soupe avant ses parents, puis son père, avant de le laisser aller se coucher, le prend à part et répète avec lui quelques mots adressés au ciel. Dieu Tout-Puissant, qui m'avait créé et racheté. Dieu Tout-Puissant, qui m'avait créé et racheté. Je vous adore. Je vous adore. Conservez les jours du roi mon père. Conservez les jours du roi mon père. Et ceux de ma famille. Et ceux de ma famille. Protégez-nous contre nos ennemis. Protégez-nous contre nos ennemis. Donnez à Madame de Tourzel les forces dont elle a besoin pour supporter les maux qu'elle endure à cause de nous. Donnez à Madame de Tourzel les forces dont elle a besoin pour supporter les maux qu'elle endure à cause de nous. Puis Louis-Charles rejoint son lit. Mais le petit prince ne dort pas toujours très bien. Il entend souvent au loin des insultes contre son père ou sa mère, ou des chants révolutionnaires qu'il commence à bien connaître, même s'il n'en distingue pas toutes les paroles ni toutes les nuances. Pendant ce temps, à l'extérieur, les événements se précipitent. La République est en train de naître. Les ennemis de la Révolution sont recherchés. À cet égard, la fouille des Tuileries a été riche d'enseignements. Des papiers ont été retrouvés. Des papiers qui vont être utilisés contre le roi, mais pas seulement. Au milieu des documents, un projet de comité des ministres, signé entre autres par Antoine Barnave, attire l'attention. Certains y voient la preuve du double jeu de l'avocat grenoblois. Et bien sûr, l'ancien député ne tarde pas à être arrêté en pleine nuit dans sa maison de campagne du Dauphiné. À vrai dire, il semble plutôt confiant. Il estime qu'on n'a pas grand-chose contre lui. Pas sûr, en revanche, que le temps joue en sa faveur. Car à Paris, la tendance est à la radicalisation. Les graves dérapages sont nombreux. Des scènes de violence collective ont lieu, de véritables massacres. Difficile de dire jusqu'où va aller la Révolution. La famille royale aussi reste dans l'attente. Au bout de quelques semaines, elle est transférée dans le donjon du temple qu'on a tout spécialement préparé pour les accueillir. De là, aucun rêve d'évasion ne paraît possible. Cela n'empêche pas les velléités. Cette fois, Louis-Charles est installé avec son père. Sa mère, sa tante et sa sœur les rejoignent bientôt, mais à l'étage du dessus. Le temps se traîne et chacun peine de plus en plus à faire semblant. Le quotidien se durcit, les pires angoisses agitent les esprits. Il semble de plus en plus clair que le roi va être jugé par la Convention. Louis-Charles voit les traits de son père se raidir. Même lorsqu'ils jouent ensemble, le roi déchu n'est souvent plus tout à fait là. Un jour d'automne, on retire à Louis Capet, comme on l'appelle, tout objet tranchant ou supposé dangereux, son rasoir, son compas et même ses lunettes. Le 11 décembre commence le procès.
Le petit prince est éloigné de son père qui doit rester isolé de la famille. Pour l'enfant, cela veut dire attendre avec sa mère, sa sœur, sa tante. Quand vont-ils revoir le roi ? La question les obsède. Louis-Charles sent bien qu'on cherche à lui cacher une partie de la vérité. Le dénouement n'intervient que le 20 janvier. Il est annoncé par des cris qui émanent de la rumeur extérieure. Le tyran va mourir ! Le tyran va mourir ! En entendant cela, Marie-Antoinette et Élisabeth sont comme foudroyées. Leurs regards se tournent vers Marie-Thérèse et Louis-Charles. Ils n'ont, semble-t-il, pas entendu. Élisabeth voit bien que sa belle-sœur n'est pas en état de leur apprendre la nouvelle. Alors, c'est elle qui va prendre en charge ce fardeau. Quelques heures passent avant qu'on accorde au petit groupe le droit de voir Louis XVI dans sa cellule. Cette rencontre sera sans doute la dernière, et chacun s'y prépare comme il peut. Dès que le condamné paraît devant eux, ils s'effondrent l'un après l'autre. Louis-Charles est désemparé. Son père, le grand roi, d'ordinaire si impassible, est bouleversé. Il finit néanmoins par se ressaisir et évoque le procès qu'il vient de subir. Puis il se tourne vers son fils. Il lui parle sur un ton solennel. Mon fils, il faut pardonner à ceux qui me font mourir. Promettez-moi de ne jamais songer à me venger. Cela ne mènerait nulle part. L'enfant écoute attentivement, mais tout cela ne peut que le dépasser. Enfin, il faut laisser le roi seul. Il doit maintenant se préparer à la mort. La porte se referme sur l'ancien roi de France. La jeune Marie-Thérèse en perd connaissance. Louis-Charles est très ébranlé. Au moment de regagner sa cellule dans l'escalier, il cherche une solution pour sauver son père. Il en parle à sa mère, à sa tante, aux gardes même qui l'accompagnent. Et si on le laissait aller s'adresser lui-même aux Français, il pourrait peut-être les convaincre d'épargner son père, d'épargner leur roi. Alors Élisabeth et Marie-Antoinette doivent lui expliquer patiemment pourquoi une telle idée est inconcevable. L'enfant comprend qu'il faut renoncer. Le lendemain, pendant la matinée, l'agitation, le tumulte du dehors ne laissent aucun doute. Des hurrahs, des hurlements, des coups de canon, le roi est mort. Dans la cellule de la prison du Temple, c'est la consternation. Les trois femmes s'approchent de Louis-Charles. Elles se mettent à genoux devant le petit garçon, car à leurs yeux, il est désormais roi de France, par la grâce de Dieu. Il est désormais Louis XVII. La jeune République s'agite. Que faire maintenant de cette ancienne reine et de ses deux princesses ? Que faire surtout de cet enfant que les contre-révolutionnaires reconnaissent comme leur roi ? Les débats s'enflamment. Certains entendent se servir d'eux comme d'une monnaie d'échange. D'autres voudraient les expulser. Et il y a ceux qui leur réserveraient volontiers un avenir beaucoup plus sombre. La décision de la Convention tombe moins de 6 mois après la mort de Louis XVI. Le 3 juillet 1793, dans la soirée, des hommes font irruption dans la cellule de la tour du Temple. Ils ont ordre de se saisir de l'enfant pour l'installer à l'étage autrefois dévolu à son père. Il doit désormais n'avoir plus de relation avec sa famille. En réalisant ce qu'il se passe, Marie-Antoinette s'insurge, elle argumente, elle s'oppose, elle s'accroche à son fils, mais sa résistance est perdue d'avance. Il faut bien s'incliner, une fois encore, une fois de trop. Louis-Charles, impuissant, éploré, est emmené loin de sa mère, loin des trois femmes. Il est alors confié à 2 inconnus, un couple modeste, les Simon. Leurs manières lui paraissent étranges, ils emploient des mots qu'il n'a jamais entendus. Et Antoine Simon, à l'évidence, a souvent soif. Le changement est rude. Louis-Charles, d'abord, s'épuise en pleurs, en cris, il réclame sa maman, il veut la revoir. Puis il se résigne. Les Simon, après tout, ne lui semblent pas si méchants que cela. Ils lui accordent de l'attention. Madame Simon nettoie même une blessure qu'il s'est faite quelques semaines plus tôt. Le cordonnier et son épouse deviennent le seul repère de cet enfant perdu. Allons, enfants de... Monsieur Simon lui fait chanter la Carmagnole ou la Marseillaise. Louis-Charles trouve cela plutôt amusant, tout comme il aime à jouer, plus librement qu'avant. Il ne le sait pas, mais la mission du couple est claire.
transformer l'héritier des Bourbons en un parfait petit partisan de la République naissante. Louis-Charles se laisse entraîner, il est déstabilisé, il cherche à s'adapter. Antoine Simon aime aussi les grossièretés et le petit les répète avec plaisir, avec la fierté peut-être de se sentir un homme. On l'incite à insulter sa famille. Doit-il le faire ? Dans son esprit, tout est flou. Il ne comprend pas son abandon, ses sentiments se mêlent, alors les mots finissent par sortir de sa bouche. Ces putains-là, c'est comme ça qu'il parle de sa mère, de sa tante, de sa sœur. Mais la manipulation de l'enfant va encore plus loin. Certains révolutionnaires entreprennent de lui faire raconter les pires horreurs sur sa famille, et il se montre très zélé, quitte à rendre ivre Louis-Charles pour le faire parler, quitte à le menacer peut-être aussi. Quelle que soit la méthode, elle a des résultats terribles. L'enfant finit par expliquer que sa mère et sa tante l'invitaient à se masturber près d'elle. Il doit même signer une déclaration concernant des pratiques incestueuses. Il le fait d'une écriture étrange, avec des lettres bancales, manquantes même. Est-ce qu'il serait imbibé d'alcool ? Un jour, on fait entrer Louis-Charles dans une pièce où sa sœur est interrogée. Il n'est pas dans son état normal, il débite les mêmes accusations contre sa mère et sa tante, mais son ton est très particulier, un ton froid, étrange. Marie-Thérèse est sidérée, effrayée devant le visage de son petit frère, comme le sera Élisabeth, avec qui la scène se répète quelques moments plus tard. Ces confrontations sont éprouvantes, mais Louis-Charles maintient sa version des faits. À quel point réalise-t-il ce qu'il se passe ? Il est déjà tellement perturbé. Les épreuves, pourtant, ne sont pas terminées. En janvier 1794, en pleine terreur, Louis-Charles est confronté à un nouveau changement brutal, puisque du jour au lendemain, les époux Simon le quittent avec leurs affaires sous le bras. Le cordonnier s'en va poursuivre ses activités révolutionnaires ailleurs. Cela n'est pas vraiment une bonne nouvelle, car personne ne les remplace. Autrement dit, l'enfant de 8 ans et demi est désormais seul. On le laisse dans une pièce unique, sombre. On le laisse sans aucune compagnie. La nourriture désormais lui sera servie par un guichet. Toute la journée, le silence, ou plutôt les bruits sinistres du donjon, les portes qui s'ouvrent et se referment au loin, en haut, en bas, le bois qui grince, les intempéries qui viennent frapper le donjon. Pour Louis-Charles, c'est la descente aux enfers. Il est entièrement voué à lui-même, il n'a rien à faire. Ses pensées se mêlent, se perdent, s'abîment. Il vit dans la saleté la plus crasse, il est malade. Il est atteint par les parasites, par la tuberculose aussi. Le temps est un néant. L'enfant dépérit. À l'extérieur, les saisons défilent. La Révolution connaît encore des rebondissements retentissants. En juillet 1794, la terreur s'achève. Ceux qui gouvernent désormais recherchent un équilibre délicat entre poursuite de l'élan révolutionnaire et remise en cause de ses excès. Parmi eux, Paul Barras. Rapidement, l'homme se soucie du sort du fils de Capet. Il décide d'aller s'en enquérir lui-même au donjon du Temple. Un jour d'été, Louis-Charles entreaperçoit la porte de sa cellule qui est en train de s'ouvrir. Apparaît un homme élégant. L'enfant est alors dans un état qui dépasse l'entendement. Il est prostré, abattu. Des parties de son corps sont enflées. Il peine à tenir sur ses jambes. L'homme élégant n'est autre que Barras. Mais évidemment, l'enfant l'ignore. Ce que Barras constate, c'est que le petit prince est moralement très atteint, qu'il est touché au plus profond de lui-même. C'est une vision d'horreur et Barras décide d'agir. Un nouveau gardien, Laurent, est nommé pour s'occuper de l'enfant. Le nouvel envoyé prend sa tâche au sérieux, il fait très vite nettoyer la cellule, fait beaucoup pour que le quotidien de l'enfant redevienne décent. Louis-Charles peut enfin, de temps à autre, sentir l'air frais du dehors. L'air frais du dehors. Mais l'enfant est brisé, il est épuisé. À quel point
peut-il profiter de ces changements? Il est trop malade, les mois passent et son état ne s'arrange pas. Au contraire, au printemps 1795, il flanche. L'espoir de le voir retrouver un état normal n'existe même plus. Les médecins sont incapables de l'aider. Il n'y a plus qu'à attendre. Le 8 juin, Louis-Charles est au plus mal. Une péritonite le fait souffrir terriblement. La sueur perle sur son petit front. 2 gardiens sont présents près de lui. Plus rien ne peut le soulager. Son corps finit par lâcher. Le fils de Louis Capet, ou celui que certains au dehors s'acharnent à appeler Louis XVII, rend son dernier souffle. Il avait 10 ans et 2 mois. En parallèle, sa sœur et sa tante n'ont pas su ce qui lui arrivait. Pas plus que ce qui les attendait. Le destin de nos 3 personnages est scellé. Qui survivra parmi les 5 derniers? Varenne est une série originale Europe 1 racontée par Franck Ferrand. Elle a été imaginée et écrite par Mathilde Hirsch et Pierre-Louis Lancel, réalisée par Julien Tarot. La musique du générique est de Camille Elbacha. Vous pouvez retrouver la série sur europe1.fr, Apple Podcast ou votre application habituelle de réécoute. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette série originale. Nous espérons qu'elle vous a permis de comprendre les coulisses de cet épisode historique incroyable. Academia a tenu à partager cette envie d'explorer l'histoire autrement.